Bonjour, je vois beaucoup de têtes bien connues et je suis absolument ravi de les voir. Je vais commencer par remercier l'équipe organisatrice avec la directrice Elisabeth Liscoa, Vincent Daniel, toujours présent, pour m'aider dans le parcours, et puis tous les autres que je ne remercie pas personnellement mais que je reconnais que je vois dans la salle. Je pense aussi aux anciens qui m'ont aidé à recueillir beaucoup d'informations qu'on aura pas forcément aujourd'hui, mais dans la suite des travaux. Donc de grandes pensées pour celles et ceux qui sont impartis cette année, qui ont travaillé ou qui ont été formés à la bergerie, que j'ai eu la chance de rencontrer l'année dernière et cette année. Vous avez sûrement déjà peut-être entendu parler de mon travail de thèse, dont je vais vous présenter ce soir, pendant une bonne heure, que je vais tenir, je l'espère, et puis qui sera suivi de questions. Un des angles, un des champs du projet de recherche qui porte son domaine de Rambouillet. Donc ce soir, pour vous, une histoire de la bergerie nationale, et pas l'histoire de la bergerie, mais une manière d'aborder, car c'est un sujet, je l'ai testé, qui mériterait au moins une journée de présentation. Donc l'heure sera tournée autour de ces animaux, et en particulier d'un acteur bien connu, la star de l'établissement depuis ses débuts. En guise de remembrance du sujet de thèse qui m'anime et qui m'occupe. Donc c'est sur plus largement le domaine de chasse de Rambouillet, le domaine de Rambouillet du XVIIIe siècle, de l'achat du domaine par Louis XVI en décembre 1783 jusqu'à la date de 2010, qui est une date multiple. Je la retiens pour la fin des chasses présidentielles. Il y a beaucoup d'autres raisons que je n'évoque pas ici. J'ai remis aussi tous les partenaires officiels et collaborateurs du projet pour le situer institutionnellement et scientifiquement, puisque j'ai remis les noms de mes deux directeurs, Anne-Claude Ambroise Vendu et Grégory Canette, tous deux professeurs à l'Université de Versailles. Il me fallait vous présenter ces travaux de recherche qui m'occupent depuis 2017 pour les premières enquêtes. Il y a eu un master sur le domaine de chasse et aujourd'hui c'est la thèse qui a commencé en 2019. Je travaille en histoire et humanité environnementale. Je pense que c'est important d'y revenir, ça va expliquer pourquoi je vais vous parler d'animaux beaucoup plus que de personnes peut-être ce soir, puisque notre objet en tant qu'historiens environnementaux, c'est de s'intéresser à la nature, non plus comme une surface, ou comme quelque chose qu'on exploite, mais comme un acteur à part entière, donc une actrice à part entière de l'histoire, et comment les animaux, les plantes, les sols, les airs, mais aussi le climat ou les microbes transforment la vie humaine et transforment donc l'histoire qu'on peut en faire. Vous retrouvez les références officielles qui cadrent le projet et plus largement le champ dans la présentation. Donc l'idée, ce soir, c'est de revisiter l'histoire de l'institution bergerie nationale via cet angle, via les animaux, et puis d'autres acteurs qu'on va évoquer tout de suite. Si on dit ferme, vous le savez peut-être, l'histoire commence en 1783-1784, quand Louis XVI arrive et qu'il bâtit sa ferme. Il fait venir tout un tas d'animaux, et il y a toujours un tas d'animaux ici à la bergerie, mais je ne pouvais pas parler de tout le monde, donc je me suis cantonné à son plus illustre acteur, qui est très très bien documenté par un trésor archivistique assez impressionnant au point de vue local, pour le Sud Yvelines, mais bien plus largement, puisque c'est un fonds exceptionnel à l'échelle nationale, voire internationale. On n'a aucune ferme d'État qui est aussi bien documentée sur l'ensemble de son existence. Donc les origines pour Rambouillet, c'est 1784 pour l'existence de la ferme. On retient plus souvent la date de l'arrivée du troupeau, dont on va parler, le mérinos. Et on a donc les deux fonds, vous connaissez déjà peut-être l'histoire des archives. Une grande partie a été versée aux archives nationales. On trouve aussi des archives dans les fonds départementaux à Montigny. Et puis il y a encore de très beaux fonds ici à la bergerie, dont les fonds contemporains. Dont vous voyez une illustration parmi d'autres. Je vais donc vous parler de l'acteur principal que j'ai retenu pour la présentation. Vous l'aurez sûrement déjà deviné. Je vais vous parler beaucoup de Mérinos, le Mérinos de Rambouillet, l'histoire du troupeau, l'histoire de la race, et par lui, l'histoire de l'institution, l'histoire de la ferme. J'ai remis deux images, celle du site actuel et puis une brebis à l'agnelage
puisque l'une des grandes chances, vous la connaissez, pour la bergerie, c'est d'être encore une ferme qui vit, une ferme qui existe toujours, et ce après plus de 230 ans d'existence, qui est en soi un cas exceptionnel. Il y a d'autres sites connus, l'école du Merle, dans les Bouches-du-Rhône, ou par exemple l'école de Grignon, qui ont des histoires similaires à la fois d'écoles et d'établissements agricoles, mais il y a très peu de sites qui ont une si vaste histoire qui remonte au XVIIIe siècle. C'est la chance de Rambouillet. Donc ce que je propose dans ma thèse, et ce soir, en condensé, c'est une nouvelle histoire, une forme d'histoire pour visiter le site, et c'est celle d'une histoire par la nature, avec les moutons en l'occurrence, et de suivre différentes notions, comme celle de race, de population, et essayer de retrouver, et puis de raconter une histoire qui se veut différente. Et du coup, si on va chercher, on va lire autrement les archives, on sort des choses qui sont différentes, et ça nous permet de répondre à des questions actuelles qui peuvent être politiques ou écologiques pour notre cas, et en particulier agroécologiques. L'histoire des animaux commence tôt, au XVIIIe siècle. On appelait ça alors l'histoire naturelle, et puis ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on parlerait d'écologie, puis appliquée au bétail, la zootechnie, qui est née en grande partie ici, à différents moments du 19e et 20e siècle. Je vais y revenir, mais je resitue, puisqu'on est dans l'amphithéâtre Raymond-Laurence, le chef de la bergerie, le directeur de la bergerie de la ferme et du CEZ, dans les années 1940 à 1970, fondateur de l'ethnozootechnie, et qui a donné beaucoup de documentation et de matériaux pour revisiter ces thèmes-là, sachant que l'ethnozootechnie, c'est très proche au final de la mission des humanités environnementales dont je parlais plus tôt, pour le cadre historiographique, intellectuel et scientifique du lieu. Je vais commencer tout de suite, ne plus vous faire attendre avec nos mérinos, et partir donc sur cette histoire de moutons et de brebis, en partant pas forcément du début, mais en tout cas du début du lieu, ici à Rambouillet, avec Louis XVI en 1783, et puis je vais essayer de filer la perspective jusqu'à nos jours. Je vais bien sûr passer beaucoup de lieux importants de l'histoire de la ferme, mais comme je l'ai dit, il faudrait rester beaucoup plus longtemps. Donc ne soyez pas surpris s'il y a des manques, c'est volontaire. J'ai ciblé quelques éléments pour vous les présenter et qu'il y ait une cohérence ovine pour le moins. Commençons par l'acteur central, fondateur en partie de Rambouillet, puisque pour rappel, on est dans un domaine construit au début du XVIIIe siècle par le fils du roi, Louis XIV, qui s'appelle le comte de Toulouse. Il achète Rambouillet en 1706. Il va constituer un ensemble territorial qui fait rapidement environ 15 000 hectares en 1711. Et à la fin du XVIIIe siècle, quand Louis XVI arrive, le domaine en fait 24 000. Dans ce domaine, il y a un grand parc, c'est un enclos fait de murs, où il y a déjà de l'agriculture et où va être établie la ferme du roi, et qui va capturer les terres. C'est un remembrement avant l'heure pour permettre un projet d'économie rustique, c'est le terme employé alors, donc une économie de la campagne, une économie agricole, mais pas que, il y a aussi de la chasse, de la forêt. Et le projet se monte autour de toute une série de troupeaux. Donc on a le troupeau ovin, mais ce n'est pas le premier arrivé, ce sont les vaches issues de Suisse. Et puis on a une basse-cour qui va être montée, et l'idée c'est de pouvoir tester tout azimut, sur tous les êtres vivants, toutes les plantes, tous les animaux, même sur le sol, et de pouvoir en fait répondre aux besoins du moment, qui est de dynamiser l'agriculture. Il y a des grosses crises céréalières à l'époque, qui vont notamment, avec le climat, causer la Révolution française, avec beaucoup d'autres paramètres. Et l'idée c'est aussi de répondre à des souhaits de repeupler les forêts avec les arbres. Et juste à côté du site de la Cour Royale, il y a encore les traces de l'ancienne pépinière, où là on avait fait venir des graines d'Amérique pour les planter et dynamiser l'exploitation forestière. Donc c'est dans un large projet, un projet d'État, que le prince, qui est roi, décide de fonder Rambouillet, dans un contexte très dynamique au niveau scientifique. Le roi est un savant, comme Louis XV, avant lui, et il est entouré d'un véritable complexe de savants et de scientifiques, on dirait aujourd'hui, autour
pas vraisemblablement du mouton, mais plus de la laine et des manufactures royales. C'est un vieux projet qui remonte à Colbert, je n'ai pas le temps d'y revenir, mais quand Louis XVI arrive ici avec ce projet agricole, il y a une longue tradition royale, monarchique, d'établissements royaux. On a déjà fait des choses à Versailles. Il y a le Jardin du Roi qui passe de Versailles à Paris, sous Louis XV. Donc il y a un contexte général sur ces aspects-là. Juste pour vous situer, les nommer en tout cas, les grands savants de l'époque, autour du mouton et de la laine, c'est l'abbé Carlier et Daubenton. Un petit peu Buffon, mais moins. Et puis il va arriver plus tard, je l'évoque aussi, c'est Tessier, l'abbé Tessier, qui vont travailler sur cet animal-là en particulier. Il y a des lieux, je les ai nommés, donc je ne reviens pas, les domaines royaux, le Jardin du Roi, qui sont les lieux où on expérimente, on tente ces essais-là, afin de répondre aux enjeux du roi et de l'État monarchique à ce moment-là. On voit que la place de l'animal est déjà finement pensée, mais dans sa vocation, on dirait agro-industrielle. C'est dans la mesure où il va produire de la laine qu'on s'intéresse au mouton et pas l'inverse. Donc il y a une orientation déjà économique et financière qu'il faut bien mentionner. Juste pour resituer les prémices de Rambouillet au XVIIIe siècle, beaucoup de choses se sont passées depuis la fin du XVIIe, mais le grand tournant, le personnage qu'il faut retenir avant Rambouillet, c'est Daubenton, qui dans sa ferme de Bourgogne teste avec le roi, avec les ministres, l'importation et l'acclimatation, on parle à l'époque de naturalisation, de moutons issus de différents endroits, et notamment d'Espagne. Et les premiers à faire venir des moutons mérinos par un achat officiel, c'est autour de Daubenton, dans les années 1760-1770. Et c'est cet essai réussi qui va convaincre Louis XVI plus tard de tenter la même chose à Rambouillet, sachant que beaucoup des idées, des théories de Daubenton, on les retrouve dans l'architecture de Rambouillet et dans beaucoup d'essais qui sont menés, je vais en parler pour la Révolution française. J'y reviendrai donc. Une petite image de la ferme, et pour l'anecdote, on retrouve souvent ce motif du portail dans des établissements liés à Rambouillet. Il y a la même chose au Roseau, au Perrin-en-Yvelines, qui était la ferme de Bourgeois, le futur directeur de la bergerie au fin 18e et début 19e. Donc à suivre aussi dans l'architecture. Je replace aussi rapidement dans le contexte de l'époque. En fait, Rambouillet, c'est un des derniers projets royaux à l'échelle européenne à faire venir du mouton mérinos, qui ne s'appelle pas encore comme ça, j'y reviens plus tard aussi, puisqu'on est dans un contexte, on peut dire, continental, d'importation de moutons, qu'on appelle alors les bêtes à laine espagnoles, pour améliorer les différents troupeaux. Donc je vous ai remis la chronologie. Les premiers, ce sont les princes suédois, la reine, et puis ensuite on a des essais privés en France, et toute une série d'importations princières et royales dans les différents états monarchiques de l'époque. Et Rambouillet, la date c'est 1786 de l'arrivée du troupeau, donc vous voyez par rapport à la chronologie, on est plutôt en retard. Mais ce qui va se passer, c'est que, là je passe sur ça, je reviendrai, pour Rambouillet, le retard est compensé par la qualité de l'importation. Il y a un gros projet diplomatique qui est mis en place. Le roi nomme c'est là où le schéma est intéressant, nomme son surintendant des bâtiments, le comte d'Angivillers, à la tête du domaine de Rambouillet. Il devient le gouverneur du domaine. Il nomme plusieurs équipes, je ne parle que de celle de la bergerie, avec Bourgeois comme fermier du roi, et de la Bretonnière, qui s'appelle aussi Bourgeois, comme économe, c'est-à-dire comme gestionnaire, on dirait aujourd'hui. Et ils vont s'occuper de toutes les activités d'agriculture et d'élevage sur la ferme de Rambouillet. Et cette équipe, elle est intéressante parce que le domaine a été acquis à titre de domaine privé. Donc on est dans le mélange entre une ferme privée, ferme royale, et une ferme d'État. Et la posture et la fonction de d'Angivillers est ici centrale, puisque c'est aussi lui qui peut négocier avec les autres ministres, en l'occurrence le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, pour dialoguer et négocier avec la cour espagnole. Donc ça vous situe aussi le rang humain des lieux. Donc je vous ai remis la chronologie, je ne vais pas rentrer dans le détail aussi. Les premières négociations commencent en 1785, en mars 1785. Il y a peut-être des documents
qui nous ont échappé. Il y a une exposition récente qui ne fait pas non plus mention de documents antérieurs, mais on peut avoir des surprises. Et en fait, on apprend dans les lettres que le troupeau devait arriver en 1785, mais les latences qu'il y a eu dans l'échange ont fait que l'hiver est arrivé et on ne pouvait pas faire traverser, comme on le voit sur la carte, les troupeaux depuis le centre de l'Espagne par les Pyrénées enneigées vers le nord de la France. Donc le projet a été décalé à l'année suivante et c'est en mai 1786 que le troupeau d'environ 300 à 350 bêtes, je vais revenir sur ces chiffres, part de Villacastín, dans la plaine de Ségovie, et il suit sa trajectoire historique. Tous les ans, ces troupeaux-là transhument dans les Pyrénées espagnoles, donc dans la chaîne de montagnes que vous connaissez. Mais la transhumance normale s'arrête en traversant la frontière française, et le troupeau continue jusque dans les Landes. Il s'arrête pour l'agnelage, c'est-à-dire pour la naissance des agneaux. Donc il savait très bien ce qu'il faisait, donc il protégeait, il préservait le troupeau en permettant un agnelage tranquille pour les brebis. Et ils sont repartis quelques semaines plus tard, il y a toutes les dates ici si vous voulez suivre en détail, en passant par le Périgord, le Limousin, et puis les terres plus proches du Val-de-Loire et d'Eure-et-Loire, avant de rejoindre Rambouillet. Ils arrivent le 12 octobre 1786, et c'est toute une équipe qui arrive. On a nos moutons, mais aussi les bergers. On fait venir ceux qui savent gouverner les bêtes, les conduire. Donc on a une équipe de bergers espagnols qui vont rester à Rambouillet et transmettre leurs connaissances aux bergers français, formés entre Montbard, la ferme de Dementon, Rambouillet et ces bergers espagnols. Donc on a aussi des réseaux de bergers qu'on peut analyser pour ces époques-là, qui sont très riches de sens. Le troupeau arrivé, on approche la catastrophe, puisqu'il contracte le claveau, qui est une maladie qui affecte en particulier je vais dire rapidement, les muqueuses. Et en fait, on est en plein moment où les agneaux sont encore sous la mer, et du coup, les archives disent que les agneaux ne peuvent plus téter, et ils en perdent beaucoup comme ça, puisque et les mamelles et les bouches des agneaux sont inflammées. Et en plus de ça, il n'y a pas de bergerie. Daubenton pensait qu'on n'avait pas besoin de bergerie. Donc on a une architecture qui manque, et l'hiver arrive, et on a vendu les fourrages parce qu'on pensait les nourrir au pré et pas en bergerie. Donc on n'a ni infrastructure, donc pas de bergerie, ni de fourrage pour nourrir nos animaux. Tous les fourrages vont être achetés, donc on a directement une ferme qui n'est pas en autonomie fourragère. Au niveau de l'histoire agraire, c'est assez intéressant, qui est souvent, voire toujours, qui a toujours besoin de se fournir et d'acheter ses fourrages. Donc un système qui est permis parce que c'est un établissement princier puis d'État. Je vais passer sur ces détails-là pour poursuivre sur la discussion des chiffres. Ce qui est perturbant, c'est qu'on n'a aucune donnée de l'époque du royal qui concerne le nombre de mérinos arrivés à Rambouillet. Donc on a des chiffres postérieurs des années 1805 puis 1834 qui nous permettent d'approcher un nombre qui varie en fait entre 336 et 366 animaux, voilà, c'est 366 bêtes. Donc on ne saura jamais, puisqu'on n'a pas d'archives qui le mentionnent, le nombre précis qui sont arrivés. Je ne reviens pas sur l'histoire des élevages espagnols qui mériterait un sujet entier, et je vais passer vers le cadeau royal d'un troupeau envers le régime suivant. Donc Louis XVI a planté des graines à Rambouillet qui vont être débattues en Révolution, mais on peut dire a posteriori, anachroniquement, que Louis XVI a fait un cadeau royal au futur régime, puisque tout ce qui va être construit à Rambouillet va être repris par l'État révolutionnaire, et c'est ce qui va permettre en fait l'essor du mérinos français, donc de Rambouillet, dans les décennies qui suivent. En 1789, vous connaissez la date, il ne se passe rien à Rambouillet, tout est calme. Les problèmes arrivent à partir de 1791, quand des scellés sont posés sur la ferme. Ça ne dure pas, puisqu'en fait, il y a une pression des acheteurs de mérinos pour venir s'approvisionner à Rambouillet. Donc les scellés sont vite levés, mais ça n'empêche pas que les chambres, les députés et les gouverneurs de l'époque se demandent que faire de l'établissement. Il y a toute une série d'enquêtes, il y a toute une histoire, tout ça sera dans la thèse.
qui fait qu'on débat pendant 2 ans, 1792-1793, du devenir de la ferme et du troupeau. Logiquement, il y a des gens qui se rassemblent et qui créent un vrai lobby, si vous me permettez l'expression. On a Bourgeois qui est chef de l'établissement, donc il connaît par cœur comment ça fonctionne. Daubenton qui est devenu professeur au Muséum d'histoire naturelle, donc il peut influer. Et puis on a des députés qui sont propriétaires de troupeaux et qui font groupe de pression pour maintenir en état la ferme. D'autant plus que Bourgeois a réussi à construire un système économique viable en créant des ventes aux enchères. Donc les mérinos, pour être diffusés, ils étaient donnés jusqu'en 1791 par le roi, puis après ils les ont mis en vente, et là on crée un système économique qui est une vente aux enchères annuelle au mois de juin, et là en fait des acheteurs de France, de toute la France viennent, et puis ça va s'étendre à des acheteurs étrangers ensuite. Et ça sauve en fait l'existence même de la ferme, puisqu'on a une raison économique de la conserver. Je vais un peu vite, mais j'ai envie de vous présenter l'ensemble du lieu. Autre élément central, la Révolution, c'est aussi le moment où naît une école de bergers à Rambouillet. Donc on va pouvoir fournir des mérinos, des bergers, former des bergers, et ça devient un lieu de savoir à l'échelle locale, ça a été déjà, mais en Révolution, des savants de rang national vont venir à Rambouillet et le transforment en lieu modèle, lieu de référence pour tout ce qui concerne l'élevage ovin. Et je passe sur le berger. C'est la première représentation de mérinos, il porte son nom, puisqu'en fait, je reviens sur le mot mérinos. Bête à laine espagnole, c'est le nom employé jusqu'à la fin de la Révolution. Et on voit dans les archives et dans les textes imprimés, les livres, les traités, le mot de mérinos apparaît à une date très précise, on est en 1798-1799. Avant cela, vous voyez ce graphique, c'est basé à partir d'un logiciel internet. Sur internet, c'est Google Book, il y en a d'autres qui fonctionnent très bien, et à chaque fois on a ce résultat-là. L'usage, l'emploi apparaît et augmente au moment de la Révolution et même au passage au consulat. Donc c'est après la Révolution, quand Bonaparte devient consul, qu'on a l'application de ce mot à ce qu'on appelait les bêtes à laine espagnoles. Et en fait, il y a un projet d'État qui est en train d'être monté par le Premier ministre à l'époque et ministre de l'Intérieur, et c'est autour de l'amélioration de l'ensemble du cheptel national, l'ensemble des moutons de France. Et pour ce faire, il faut fixer 2 choses. Il faut fixer le récit de l'établissement, je l'ai dit, c'est un certain Gilbert qui vient et qui écrit l'histoire de Rambouillet et son succès, et il faut fixer par l'image la star du système, qu'est le mérinos. Et donc, on a en 1801 la première représentation par un peintre du Muséum d'histoire naturelle du mérinos de Rambouillet, tel qu'il est à l'époque. De cette première représentation, on a une impression et des gravures pour diffuser l'image du mérinos. Donc, et on a non seulement l'animal qui est mis en scène, mais aussi la méthode d'amélioration. Je vous l'ai dit, on veut améliorer les laines, on veut transformer pour fournir les manufactures. Et pour ça, il faut transformer les moutons qui ne produisent pas la bonne laine, et donc il faut métisser, c'est-à-dire qu'on va faire reproduire des béliers avec le plus de brebis possible. Donc les éleveurs vont venir à Rambouillet et dans d'autres lieux, acheter un bélier ou plusieurs pour les mettre sur leurs brebis, et ainsi métisser, et on dit améliorer à l'époque en l'occurrence, leur troupeau, et donc à l'échelle nationale, l'ensemble des races et l'ensemble du cheptel national. Voilà le système. Donc, on a cette série de gravures qui vous montre un premier métis, c'est-à-dire qu'il y a un premier croisement, en l'occurrence avec un bélier rambouillet et une brebis beauceronne. C'était les brebis qu'on avait dans la Beauce voisine. On refait la même histoire une 2e fois, une 3e fois, et ça c'est ce que disait De Buffon dans l'histoire naturelle, et la 4e fois, c'est la méthode Daubenton et Rambouillet. Donc on va mélanger 4 fois le sang pour atteindre un produit qui ressemble, en l'occurrence, là c'est le père originel, donc le mérinos issu d'Espagne tel qu'il était. Donc j'espère que vous avez suivi, parce que c'est pas fini, c'est le moment complexe. Comme ça vous saurez toutes les améliorations de cheptel ovin, en tout cas, au 19e. Ce système, il s'applique en double système. C'est-à-dire qu'on peut faire ce que je vous ai dit, la technique du métissage, qui est la moins chère et la plus rapide, mais ce n'est pas la plus pure, puisque le système le plus pur qui permet
d'obtenir les produits les plus propres, on va dire, c'est la consanguinité totale. C'est l'histoire de Rambouillet, du troupeau, qui va rester reproduit en pure consanguinité pendant 230 ans. Donc cette technique, elle n'est pas très efficace, parce qu'en fait, seuls les plus riches peuvent le permettre, et à partir du moment où ils n'ont plus de finances, leur troupeau tombe à l'eau, et souvent il est renvoyé, et il sert à la deuxième méthode de métissage. Donc voilà, tout s'imbrique, tout marche ensemble, en parallèle. C'est pas l'un ou l'autre, il y a plusieurs systèmes qui s'appliquent pour améliorer les races et les brebis. Ce système est assez efficace. Là, c'est un compte, c'est juste un aspect. On a des listes du nombre d'animaux qui sont reproduits à Rambouillet, vendus, achetés par les éleveurs, et ça permet de dessiner une cartographie des gens qui venaient, de qui s'intéressaient, et donc de la sociologie aussi de ces gens-là. Ils étaient éleveurs, propriétaires. Ça peut être des gens qui sont industriels ou banquiers. Donc on retrouve les grands noms, j'en cite deux, on retrouve le ministre Talleyrand ou le ministre Fouché, le ministre de la police sous l'Empire. Voilà, par exemple. C'est un travail qui est en cours de lister tous les mérinos qui ont été vendus à Rambouillet, enfin qui est presque achevé. Il n'y a plus qu'à mettre d'éditer la base de données que j'ai réalisée. Vous vous souvenez de l'amélioration du bétail ? L'amélioration du bétail en révolution, ce n'est qu'une partie du projet. On veut faire plus, on veut améliorer par le mérinos toute l'agriculture française, et on veut donc, en améliorant l'agriculture, améliorer la société française. C'est le projet révolutionnaire. Il se monte autour de Rambouillet, donc ce n'est pas un second lieu de l'histoire française, c'est un haut lieu de l'histoire agricole, puisqu'on va mettre en place à Rambouillet un système modèle, je l'ai dit, donc dès Louis XVI, mais surtout en Révolution, qui va enfanter littéralement de toute une série de bergeries d'État qui vont diffuser ce mérinos à travers la France, qui est un empire à l'époque, puisqu'on a même une bergerie à Trèves, à Aix-la-Chapelle, en Allemagne actuelle. Et ce système doit montrer un beau troupeau et un système agricole très, très puissant, très dynamique, et c'est la diapositive suivante. Donc si vous avez bien situé l'amélioration du bétail, c'est le premier élément de ce système, c'est ce que j'appelle le kit rambolitain, puisque à Rambouillet, on peut se fournir en bons mérinos, on peut se fournir en berger via l'école, ils sont formés, on peut emmener, certains font former leurs bergers quand ils ont les moyens à Rambouillet pour être sûrs, ils achètent des mérinos à Rambouillet. Et puis il y a le troisième élément qui est très, très intéressant, c'est ce qu'on appelle les prairies artificielles. On veut augmenter les productions lainières, mais on veut aussi augmenter les rendements céréaliers, puisqu'on crève de faim littéralement. Et donc, à l'époque, on a 3 sols agricoles, c'est-à-dire qu'on plante différentes plantes, si vous me permettez le rappel, selon ces sols. Donc d'habitude, on met de la céréale, une fourragère, et puis après, on met une jachère, c'est-à-dire qu'on laisse le sol se régénérer tout seul. L'idée de la prairie artificielle, c'est que le troisième moment, eh bien, on plante en fait une autre type de plante, et là c'est pour servir de fourrage, donc ça peut être de la luzerne par exemple. Donc on peut produire du blé, après vous mettez un autre type de plante, et puis après vous mettez cette prairie artificielle parce qu'on laboure le sol comme un champ en fait. Donc on va cultiver, on va intensifier les productions, les sols, et donc les rendements. Et en Beauce, les productions céréales augmentent en lien avec ce système. Et dans toutes les fermes de Beauce, il y a un petit troupeau de mérinos, des métis qu'on a vu tout à l'heure. Donc ce système est très efficace. On parle de transition agroécologique ou écologique aujourd'hui. Ils avaient mis en place une transition agricole intensive, mais organique. Donc je dis ils, c'est les gros éleveurs plutôt, c'est réservé à une élite financière et terrienne, mais il se passe vraiment quelque chose et il y a une efficacité dans les décennies qui suivent la Révolution. Rambouillet étant l'épicentre pour la Beauce et les grandes plaines franciliennes de ce système d'amélioration agricole. On a abandonné le projet d'améliorer la société puisque, je vais le rappeler tout de suite, et pour Rambouillet et pour la France, les princes reviennent, Napoléon Ier puis les Bourbons, donc on veut restaurer l'ancien régime. Ça sera bien sûr un échec partiel, mais il y a beaucoup de choses qui vont revenir, dont les privilèges de la noblesse, et puis en terre royale comme Rambouillet, les privilèges des princes et le monopole de la chasse.
C'est très intéressant de lire Rambouillet par les animaux et la nature, puisqu'on peut suivre le choc que produit le retour des princes, le retour des chasses sur l'histoire de la ferme, sur les mérinos et sur les plantes. Je vous ai mis 2 images de nos princes chasseurs, Napoléon à gauche, et puis une caricature de Charles X en lièvre quand il se sauve, quand il abdique et qu'il est pourchassé par les révolutionnaires en 1830, pour vous rappeler nos chers personnages. Et alors, j'ai suivi les comptabilités de la ferme dans ces années-là, et on peut suivre en fait les achats de fourrage, puisque comme j'ai dit, si on manque de fourrage, on va en acheter. Et donc, si on manque de fourrage, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à le récolter sur place. Donc ça me donnait l'indice de est-ce qu'on arrive assez à produire ou non. Et la réponse, vous la voyez, le retour des chasses, c'est 1805, et puis dès que reviennent les chasses, l'achat de fourrage augmente drastiquement. Vous voyez les dates se succéder, je ne reviens pas en détail, mais pour anecdote, les ventes, je vais revenir, en 1813 par exemple, on arrive à vendre pour presque 30 000 francs de mérinos. Mais il faut acheter presque 15 000 francs pour les nourrir. Donc on perd beaucoup d'argent faute de fourrage. Et si on suit les dates des interludes de chasse, c'est-à-dire quand on n'a plus de prince à Rambouillet, 1814-1815 par exemple, on a les productions qui augmentent. Bon, c'est léger, il y a d'autres choses pour le prouver, je reste sur ces graphiques-là. Et puis, on a un changement aussi de pratique dans les années 1820. Et donc, on voit bien l'interrelation, le lien qu'il y a entre retour des chasses, les pressions du gibier qui mange les récoltes de la ferme, et puis l'achat de fourrage pour compenser ces dégâts agricoles. Et ça, il y a des conséquences drastiques en fait sur le troupeau, puisque en 1821, il y a le claveau qui sévit, donc on a des problèmes alimentaires. Les bourgeois en parlent avec le vétérinaire, ils essaient de sauver le troupeau, et en plus des problèmes, on va dire agroécologiques, on a des problèmes administratifs. On a 2 référents officiels, Tessier et Hussard, qui sont, je vais aller très vite, au ministère de l'Intérieur et donc de l'Agriculture à l'époque, qui montent tout simplement une cabale et qui laissent se débrouiller bourgeois et le vétérinaire pour sauver le troupeau. Et ils vont réussir, et donc ils vont prouver l'incompétence de nos 2 premiers personnages qui, proches du prince, du comte d'Artois et futur Charles X, vont tout simplement faire envoyer bourgeois et le vétérinaire à l'issue de ce succès. Donc ils sont bien remerciés de leur effort, ils ont sauvé le troupeau et ils sont renvoyés, limogés dans la suite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la population du troupeau chuter à ce moment-là. On n'arrive plus à nourrir les bêtes, donc on est obligé d'en abattre pour pouvoir nourrir celles qui restent. Je vais vous montrer les courbes ensuite. Et puis, pour remplacer bourgeois directeur, le comte d'Artois nomme un de ses amis à la tête de l'établissement, donc on n'a plus de querelle administrative, puisque c'est un ami du prince qui gère aussi la ferme, qui se plaignait des dégâts des chasses du comte d'Artois, si vous avez suivi la boucle. Vous avez peut-être eu le temps de lire les différents détails, j'ai mis les contextes généraux à gauche, et puis les contextes rambolitains sur la droite pour les différentes diapositives. Si vous vous souvenez des cours d'histoire de France, on étudie peu cette période, Charles X est roi de 1824 à 1830, il règne aussi sur Rambouillet, il y a l'apparition des fameux tirets, je ne reviens pas sur l'histoire des chasses ici, et puis en 1830, il est mis à terre par les révolutionnaires pendant les 3 glorieuses, les 3 journées de juillet, on a la fin juillet 1830, il vient abdiquer à Rambouillet, il vient se réfugier au château, et ce fantôme du roi Bourbon, ce roi chasseur, autour de Rambouillet, fait que le nouveau roi, Louis-Philippe, ne pourra jamais revenir à Rambouillet sous son règne. Et donc, on a un abandon intéressant, puisque Louis-Philippe, c'est le petit-fils du duc de Penthièvre, qui était le propriétaire de Rambouillet, et le cousin de Louis XVI. Donc on a une histoire de famille aussi qui se rajoute, et on voit la force des querelles écologiques et politiques à l'époque. C'est-à-dire que le roi chasseur a tellement mis de son mal, de sa malédiction sur le lieu, qu'il ne peut pas être repris. Ce sont les députés, c'est l'Assemblée qui empêche ce retour à Rambouillet. Donc on n'a pas de prince pendant la monarchie de Juillet, et la réputation de l'établissement va en pâtir. C'est-à-dire que l'établissement est placé sous la sous-direction d'Ivar, qui est le directeur d'Alfort, qui est un inspecteur
un vétérinaire inspecteur des établissements royaux, et Ivar il est convaincu qu'il faut croiser le mérinos avec des moutons anglais. Et il va faire ça à Rambouillet notamment, et les éleveurs vont dire qu'à partir de ce moment-là, le troupeau originel est pollué. Il y a eu du sang anglo dans le mérinos, et l'établissement va perdre de sa superbe pendant ce moment-là, au profit d'Alfort, qui fait la même chose. Je passe sur la Deuxième République, qui est un moment assez difficile à suivre dans les sources, et on retrouve Rambouillet au Second Empire, qui commence en 1852, et la première chose que font les officiers d'Empire à Rambouillet, c'est supprimer les anglo-mérinos pour redonner confiance aux éleveurs qui venaient se fournir à Rambouillet, pour éviter qu'il y ait d'interrogation sur la pureté du troupeau. Donc premier effort, c'est ça, on vire ces troupeaux hybrides, métis ou métissés, et puis on va mettre un système économique en place, on va relancer. Le système des ventes aux enchères que j'ai évoqué, il est en train de tomber en désuétude, plus personne vient, il y a quelques éleveurs coloniaux qui ont commencé à venir, mais on est en perte de régime. Et le nouveau directeur, qui est le baron Dorier, va mener une campagne d'amélioration de l'image de l'établissement et donc de la race phare de la ferme. Ça va se passer en 2 temps. La première chose, c'est de rénover le système économique, le système de vente. Donc de vente aux enchères, on passe à des ventes à l'amiable. Les éleveurs viendront à certains moments et achèteront de gré à gré les mérinos qu'ils souhaitent. Et il faut redorer l'image du mérinos. On avait cette première image de 1801 et on n'en a pas beaucoup entre-temps. Et la photographie est en train de se développer. Nadar intervient à Rambouillet pour prendre les mérinos et en fait moderniser l'image de la race et associer l'image et la qualité du mouton dans un projet d'amélioration encore des races afin de promouvoir le lieu et promouvoir par extension l'Empire, puisque le domaine de Rambouillet est devenu un domaine impérial. J'espère que vous avez suivi. Alors, petite anecdote sur cette photographie. Vous voyez que là, vous avez le cadre initial prévu en blanc et qu'on sait que Nadar a eu beaucoup de mal à prendre en photo les mérinos qui n'arrêtaient pas de bouger. Oui, ce sont des animaux et on n'avait pas d'appareil photo numérique, donc ça prenait beaucoup de temps. C'est pour ça que vous avez un bélier qui fait le zouave derrière la brebis, ce qui n'est pas prévu du tout, et vous avez une photo qui est pas mal cadrée, mais de travers, puisque ça c'est le fond prévu. Donc ça rappelle aussi que les animaux peuvent faire ce qu'ils veulent, ou en tout cas presque. Donc ce qui a beaucoup contrarié Nadar qui se plaint fort, et c'est assez marrant, je ne me souviens plus exactement des propos, mais il ne remettra pas le pied à Rambouillet de sitôt après sa photo de 1855. Je reviens sur les ventes. Donc on a de précieux documents sur les échanges, les correspondances entre les éleveurs, les acheteurs et la ferme. Ça permet de documenter quelque chose qui est connu de l'établissement, mais qui est inconnu au niveau de l'histoire, on va dire plutôt française, de l'historiographie plus générale. C'est que Rambouillet était une ferme coloniale qui a rayonné sur presque tout l'hémisphère sud, plus d'autres pays d'hémisphère nord. Et à partir de 1840, on a des éleveurs du Cap, donc la future Afrique du Sud, et des Américains, des États-Unis, qui viennent se fournir à Rambouillet en mérinos. Le mouvement va s'accélérer avec le nouveau système économique, le nouveau système de vente, et on a des milliers d'animaux qui vont partir dans les colonies britanniques, du Cap, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, et puis pas trop le Canada, mais beaucoup aux États-Unis, je vais en reparler rapidement. Et puis on a aussi les pays coloniaux d'Amérique du Sud et forcément les colonies françaises. Il y a un gros projet d'amélioration des races indigènes en Afrique du Nord et en Afrique équatoriale et à Madagascar. Pareil, je reviendrai vous en parler si vous le souhaitez. Je vais juste évoquer ce cas pour juste vous situer l'importance des déplacements. On a beaucoup d'éleveurs qui viennent et on a des projets d'État aussi, en plus des éleveurs privés. Et là, c'est le roi de Hawaï, Kamehameha V, qui est très intéressé par les moutons, influencé par les Britanniques. Il y a tout un épisode qui se monte entre 1861 et 1868. Je passe. Les négociations s'intensifient en 1866
avec la venue de la reine d'Hawaï, Emma, qui vient à Paris. Elle visite 2 lieux en France, les Tuileries et la bergerie de Rambouillet. Donc c'est quand même assez important pour le signifier ce soir. Et à l'issue de cette visite, on a 2 expéditions qui partent. 2, parce que la première fait naufrage sur les côtes d'Angleterre, le berger et le troupeau sombrent, le berger survit, mais les bêtes meurent, et donc on doit renvoyer le berger et une dizaine d'animaux pour Hawaï, les îles Sandwich aussi, appelées, en 1868. On n'a pas de nouvelles, donc bonne nouvelle, a priori ils sont arrivés et ils ont permis d'améliorer la race là-bas. Juste un exemple parmi des dizaines d'autres que je pourrais citer sur la longue histoire coloniale et pas internationale de l'établissement. Pour vous situer un petit peu l'échelle démographique, l'importance de ce moment, on a un document exceptionnel qui est créé à la fin de l'Empire, du Second Empire, qui s'appelle les registres matricules. On va en fait inventorier tous les animaux nés et qui se sont reproduits à la ferme des années 1858 à la fin des années, au début des années 70 du siècle précédent. Du coup. Et vous voyez, on peut suivre l'importance de l'élevage et on peut suivre, puisqu'il y a pour chaque animal, il y a le père, la mère, il y a la date de naissance, la date de sortie du troupeau, s'il sort, par la mort ou par la vente, l'acheteur et la destination. Donc on a un suivi très intéressant d'un point de vue racial, on peut suivre toute la généalogie du troupeau, plus géographique et sociologique avec les acheteurs et tout ça. Donc c'est vraiment une source très précieuse. En tout, on a presque 20 000 animaux recensés, à égalité presque entre 9300 béliers et 9700 brebis. Donc c'est les comptabilités du troupeau pour ces périodes-là. Il y a d'autres outils pour les périodes d'avant, mais c'est dur à suivre. Et il y a un grand succès dans ces trajectoires coloniales, c'est l'américaine Rambouillet. Je ne reviens pas sur l'ensemble des 3 étapes, il y a 3 étapes d'acclimatation, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, ça a réussi et on a une race qui s'appelle American Rambouillet aux États-Unis, qui est toujours très présente. Et pour anecdote, Cam Durham, c'est la mascotte de l'université du Colorado, qui est un American Rambouillet, pour info. Et donc il vient à chaque match de football américain là-bas. Et c'est aussi l'habit, la tenue de l'équipe. Et vous avez au Texas la revue du San Angelo College qui s'appelle la Ramble Lake, comme on dit là-bas. L'anecdote est finie, je reviens plus sérieusement sur mes courbes démographiques. Alors, qu'est-ce qui est intéressant et qu'est-ce que je vais vous parler d'une chose. J'ai parlé du retour des chasses tout à l'heure, que ça avait affecté la vie du troupeau. Napoléon revient et il reprend énormément le grand parc, là où se trouve la ferme et le troupeau. Ce qui est étonnant, c'est qu'au lieu de diminuer, comme à l'époque de la Restauration, le troupeau augmente drastiquement et on passe à plus de 1000 têtes entre le Second Empire et la Troisième République. Il y a un grand intérêt là, parce que ça montre que la relation entre chasse, prince, ferme de Rambouillet n'est pas forcément nocive, mais que selon le prince, Napoléon III était un grand amateur d'agriculture et il avait publié un livre qui s'appelle, j'ai oublié le titre exact, mais il s'intéressait aux pauvres, c'était sur le paupérisme, donc il y a un grand intérêt social et agricole, et il y a une relation très fine pendant cette période entre les travaux menés à la bergerie, les scientifiques qui viennent essayer des choses pour améliorer les rendements, les récoltes, les productions, et le prince. Le prince qui met à disposition ses domaines à Solferino dans les Landes, en Sologne et à Rambouillet pour de telles expériences, comme Louis XVI avait fait en son temps. Et je pense que c'est ça qui explique ce lien particulier, ce soutien princier d'un troupeau qui se porte très très bien, malgré le retour des chasses, qui sont pas très intensives, mais qui sont quand même présentes, puisqu'il y a des populations de gibier à l'année, donc ce qui explique cette courbe ascendante. Mais le Second Empire va pas faire d'émule en République, et rapidement, et c'est notamment dû avec un contexte colonial en plus, les fruits de Rambouillet vont être amers, puisque Rambouillet a diffusé dans l'hémisphère sud ses meilleurs moutons, et donc rapidement les colonies britanniques, en Afrique du Sud, en Australie, vont pouvoir se passer de Rambouillet pour améliorer leurs troupeaux. Donc ils ont été victimes de leur succès, et rapidement les éleveurs désaffectent
l'élevage de Rambouillet, ils n'en ont plus besoin, et donc la population chute en même temps que le cours des ventes, et on n'a plus assez de revenus pour faire vivre la ferme, et le moment, la rupture pour le troupeau et la ferme, c'est la Première Guerre mondiale qui fait perdre les moyens matériels, humains, et il y a un choc alimentaire qui conduit à la diminution du cheptel, à un troupeau qui ne remontera qu'un tout petit peu dans les années 20 et 30. Et c'est vraiment un moment important parce qu'au niveau génétique, on appelle ça un goulot d'étranglement génétique. Et les deux guerres mondiales se lisent en fait dans la génétique du troupeau, du fait de la diminution du nombre de reproducteurs. On a moins de choix pour faire reproduire. Donc là, on a une augmentation à ce moment-là de la consanguinité dans le troupeau, ce qui pose toujours aujourd'hui des problèmes dans la gestion de ce troupeau très particulier. Ces crises, donc je repars, ces crises amènent à deux réponses. Il faut à nouveau moderniser l'image des béliers et des brebis mérinos rambouillés. Et donc on reprend le système de l'image. C'est assez intéressant parce que tout du long de l'histoire de la ferme, on a une mise en scène, une mise en image du mérinos. Et la dernière très connue, qui n'a pas marché a priori, c'est celle-ci, c'est une publicité éditée dans les fin des années 20 pour diffuser, rappeler qu'à Rambouillet on vend du mouton rambouillé, du mérinos rambouillé, puisqu'on n'a presque plus personne qui vient se fournir, à quelques exceptions près. En parallèle, il y a l'animation de grands moments. Il y a un envoi de troupeau à Sydney pour l'exposition universelle de Sydney. À Paris, c'est pareil. Rambouillet garde son image de meilleur troupeau presque du monde, mais la ferme, elle, pâtit de plus en plus de la perte de revenus liée à la diminution des ventes. Et pour solutionner le problème, eh bien, il y a plusieurs acteurs qui se mettent en place. C'est un moment super intéressant, puisque à la suite de la Première Guerre mondiale, il y a une cabale qui se monte en lien avec les chasses présidentielles et le gestionnaire des chasses de l'époque pour prendre main sur l'ensemble du parc. Et on a l'équipe des chasses présidentielles au niveau élyséen et au niveau rambouillitain qui essaie de raconter à quel point ils ne sont pas bons pour élever des moutons et cultiver la terre. Et on a un vieux motif qui vient des eaux et forêts, qui est utilisé en colonie pour montrer à quel point ils ne savent pas faire. Et il y a tout un discours autour des forêts et en fait, de la perte, de la déprise agraire dans le parc. Et il y a des terres qui sont enfrichées, puis reboisées naturellement par l'abandon des terres. Abandon permis, si ce n'est encouragé, par la réquisition du matériel et de la main-d'œuvre pendant la guerre. Et je n'ai pas trouvé le moment où ça revient, mais il y a de l'autre côté un groupe du ministère de l'Agriculture qui réfléchit à quoi faire de la ferme, et ils vont sauver l'établissement tout simplement et assez efficacement en créant une école de bergers en 1921. Et cette nouvelle école va soutenir le nouveau projet d'établissement, on peut dire. Et ça va résoudre toute cette tentative de capture. C'est assez intéressant parce que ça interroge les institutions présidentielles de l'époque, je ne reviens pas dessus, mais il y a des débats très intéressants sur quel type de territoire doit gérer le président, et en l'occurrence, l'agriculture échappe à cela, on lui permet juste le maintien de ces chasses présidentielles au sein du parc. Je reviendrai, si vous le voulez, ensuite sur ce moment-là. Je vous ai mis la star humaine de ces années-là, André Moret, qui est d'abord élève de cette nouvelle école, et puis professeur en élevage autour du troupeau mérinos, et il devient un petit peu le pape du troupeau mérinos pendant ces années-là. Je ne reviens pas sur sa carrière, il y a Patrice Cala qui pourra faire une conférence plus tard sur la famille Moret. Mais voilà, c'était un des personnages à retenir pour ce moment-là. On le voit, la politique de l'école, la remontée du pro fonctionne, puisqu'on a l'augmentation du cheptel, ça revient, et puis on a une chute très intéressante, toujours en lien avec les problèmes matériels ici, mais il y a le krach boursier de 1929 qui affecte beaucoup l'économie de la ferme. Et puis, je ne vous apprends rien, la Deuxième Guerre mondiale, c'est le raz-de-marée qui siphonne les derniers remparts de l'institution. Et on a la dernière chute populationnelle, démographique du troupeau à ce moment-là. Pour sauver le troupeau, on l'envoie dans 2 lieux, en Charente et à côté de Montpellier. Ça va permettre de sauver le troupeau,
mais on perd quasiment toutes les générations d'agneaux qui naissent des pères et des mères. C'est-à-dire que là aussi, il y a un goulot d'étranglement génétique, et on va beaucoup en pâtir dans les années qui suivent, dans les années 50, 60, pour relancer l'élevage du troupeau mérinos ici. Je vais revenir dans une dernière partie, dans les 10 dernières minutes qu'il me reste, sur des aspects qui traversent la Troisième République, la Quatrième, la Cinquième, jusqu'à nos jours. Je vous ai parlé de la transition vers une école pour Rambouillet, qui va devenir en 1945 le CEZ, qui existe toujours, le centre d'enseignement zootechnique. Et on avait déjà une autre interrogation actuelle, c'est qu'est-ce qu'un troupeau qui ne sert plus, puisqu'on n'a plus personne qui vient acheter de mérinos ici, ou quasiment plus. Et il y avait déjà, et ça c'est intéressant, cette idée de mise en patrimoine, de muséification du troupeau dans les années 20-30. Si fortement que quand Antonin-Émile Hilson, le nouveau directeur, remplace Charles Coutts en juin 1922, Émile Debois, qui est le vétérinaire de l'école, apostrophe son ami Hilson en disant « L'opinion était telle sur les difficultés qu'il allait rencontrer que l'un de ses amis, inspecteur général de l'agriculture, le félicitait alors d'être nommé conservateur d'un musée. » Donc c'est très intéressant puisque on est à ce moment de transition entre un troupeau économique, modèle à l'échelle internationale et coloniale, et puis sa muséification à ce moment-là. Donc au niveau historique, on est sur des seuils très très riches, très intéressants, et le musée a quelque chose de particulier, vous l'aurez deviné. Il y a très peu de musées qui ont des troupeaux comme collection. Et comment gérer une collection si particulière que le troupeau mérinos? Eh bien, il y a deux aspects qui vont être mis en place. La gestion propre du troupeau, la conduite du troupeau, et puis une nouvelle mission affectée à ces animaux, qui est en fait la transformation en troupeau pédagogique, puisque le troupeau mérinos va devenir le support pour les élèves, pour apprendre à s'occuper de moutons quand ils seront là. Il y a beaucoup de formations, je ne reviens pas sur toute l'offre de formation à Rambouillet. C'est une histoire à part entière que celle de l'école, donc j'ai fait le choix là, de ne pas revenir en détail. Je crois que j'ai mis une illustration, c'est pas celle-ci, voilà. Donc il y a une histoire que je suis en train de faire, je pense que je ne serai pas tout seul à la faire, je l'espère en tout cas qu'il y aura d'autres historiens qui portent en fait sur la mémoire de l'institution. Donc j'ai remis les personnages centraux dans la mesure où en fait c'était les responsables de l'élevage du troupeau mérinos depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai pu rencontrer une partie d'entre eux. Je suis aussi allé récolter les témoignages d'anciens élèves bergers ici. Mais il y a un travail important à faire qui diffère un petit peu de l'histoire du troupeau, même si forcément ce sont les mieux à même de nous parler de ces animaux dans ces années-là. Donc je vous ai aussi fait partager ce moment chantier, puisque je suis en train d'écrire ce moment-là qui n'est pas entièrement fini. Et juste pour vous rappeler le pouvoir de l'image autour du mérinos avec cette photo d'Arthus Bertrand, d'André Mathieu, dans les années 2010, si je ne dis pas de bêtises. L'autre moment important, donc on l'avait suivi, on a créé ce centre d'enseignement zootechnique en 1945. On va construire les bâtiments dans lesquels on se trouve dans les années 50 puis 60. Donc il y a un boom au niveau pédagogique ici, et donc l'établissement se reformule comme une école. Ce n'est pas pour autant qu'on abandonne la ferme qui sert de lieu modèle, toujours d'expérimentation, et puis de support pédagogique pour toutes les formations qu'on accueille sur le site. Il y a une autre histoire qui est très dure à retracer puisqu'on a perdu les archives, étonnamment, pour les années 1950 à 1980. Et c'est très dommage parce que ça aurait été idéal pour suivre le moment de modernisation agricole qu'on connaît à l'échelle nationale à la même époque. J'ai quand même pu suivre, grâce à Louis Revelot, l'histoire de l'arrivée des machines, qui est une histoire centrale et qui est en plein boom au niveau histoire environnementale. Donc, comment et pourquoi et dans quelle mesure on passe de la traction animale pour travailler la nature à l'automécanisation via les tracteurs. Et donc il y a toute une histoire des tracteurs qui serait intéressante à faire, l'histoire du matériel agricole, l'histoire des quais de traite, tous ces engins qui facilitent le travail humain dans la conduite des troupeaux. Je ne fais que la citer parce que sinon
j'en avais pour longtemps, c'est rappeler que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a les débuts français de l'insémination artificielle à Rambouillet, qui va devenir le centre d'un réseau scientifique et intellectuel. Il y a l'école Noé qui est pas loin, il y a tout un réseau qui se monte. Il y a encore aujourd'hui le producteur de gants d'insémination qui se trouve à Rambouillet. Donc on est là aussi au cœur d'une nébuleuse, d'un lieu central que je ne fais qu'évoquer. Je vais vous parler d'un exemple qui me paraissait plus cohérent dans notre exercice, c'est celui des travaux sur la modernisation des races. Le troupeau Rambouillet, c'est un troupeau lainier, donc il ne va pas porter les mêmes valeurs que les valeurs voulues, souhaitées au niveau ovin, élevage ovin, dans les années 50 à 70. Donc on va se servir en fait quand même de Rambouillet pour améliorer encore une fois une nouvelle étape dans l'amélioration des races et créer de nouvelles races à partir d'animaux existants. Donc la généalogie est assez intéressante parce qu'il y a du Rambouillet presque partout dans notre histoire. C'est le croisement qui a lieu depuis le 19e siècle pour donner la race Île-de-France, qui est avec du Mérins Rambouillet et du Dishley, donc une race anglaise. Et puis ce Île-de-France, il va servir à faire l'INRA 401. INRA 401 qui va à terme, je passe les nombreux détails très intéressants de cette histoire, qui a produit la romane actuelle, dont on a un troupeau ici à la Bergerie nationale. Donc on a des cousins éloignés. Et puis, si vous vous souvenez, le moment compliqué de la Révolution où il y avait des croisements dans tous les sens, quand vous voyez un schéma comme celui-ci, c'est le même schéma d'amélioration des races depuis les années 1760, amélioration par 3, puis 4 générations qui a été appliquée par l'INRA, par la bergerie pour améliorer les races au XXe siècle. Donc c'est aussi intéressant de suivre ces histoires de techniques, de savoir-faire dans les améliorations qui permettent d'améliorer, et vous avez la méthode comme on a vu avec les images des années 1800. Et puis les fameuses romanes ici. Je pense que j'ai tracé plutôt à la machette qu'avec un compas et un fin crayon l'histoire du troupeau, mais je pense que vous avez saisi l'essentiel, les grandes étapes de la bergerie et de sa ferme. Je n'ai pas parlé de tout le pôle administratif, il y a une histoire en soi à faire, une sociologie professionnelle qui serait super riche de sens pour une ferme d'État. Il y a aussi toute la partie recherche et développement, l'école. Et puis, donc, je voulais conclure. Je ne vais pas apprendre grand-chose sur cette slide au public ici présent. C'était juste pour rappeler qu'on était toujours sur un lieu très vivant, avec un troupeau de 180 brebis pour les mérinos et environ 220 brebis pour les romanes. Et puis, je ne parle pas de tous les autres troupeaux, toujours présents. Et puis, je rappelle que c'est un site exceptionnel pour l'historien, puisqu'on a une dimension patrimoniale et historique qui ne fait que s'ajouter et se compléter. On a de la documentation, on a les collections vivantes du musée avec le troupeau, on a les personnels et les savoir-faire, et il n'y a plus beaucoup de sites en France, je les ai nommés tout à l'heure, il y a Grignon et Le Merle pour retrouver un cas pareil. Je ne vais pas vous laisser sur ça quand même, je vais vous lancer les questions qui me taraudent et qui peuvent aussi vous intéresser, qui seront des conclusions perspectives sur qu'est-ce que nous apporte l'histoire très récente de la ferme et de son troupeau. Donc, comment on gère des chocs génétiques dans un troupeau comme celui-ci? Ça, c'est une des questions centrales de la thèse. Les réponses ne sont pas évidentes à formuler. Il y a des vétérinaires qui sont intervenus, des zootechniciens. Donc, il y a différentes réponses qui ont été apportées pratiquement, notamment la gestion informatique du troupeau pour savoir et gérer la consanguinité, pour éviter de faire reproduire les plus proches parents ensemble. On a mis on a mis en logiciel les données dont je vous parlais tout à l'heure, les généalogies du troupeau, pour sélectionner les accouplements les moins pires, mais c'est pas péjoratif quand je dis les moins pires, c'est-à-dire entre parents les plus éloignés, dans la mesure où ils sont tous consanguins, frères, sœurs, cousins, parents, et ce depuis le début. Donc il n'y a rien de choquant. Par contre, ça a surpris les milieux zootechniques et vétérinaires, puisque le taux de consanguinité du troupeau de Rambouillet n'avait jamais été trouvé avant qu'on l'établisse. Il est identifié à 0, je ne sais pas les unités de mesure, pardon, mais en gros il y a un taux de consanguinité de 50%, alors qu'on pensait que ça pouvait aller que jusqu'à 20% dans l'histoire des races à l'échelle mondiale. Donc on a un cas, et ça prouve qu'on peut aller au-delà du taux connu jusque-là au niveau gestion et existence de consanguinité. Fin.
de la consanguinité. Pardon, mais je vous dirai merci à nouveau. Il y a aussi un sujet très intéressant que Louis Revelot a évoqué, c'est quelles peuvent être les influences de manipulation pédagogique sur un troupeau, école. Donc, qu'est-ce que ça peut faire que plein d'élèves travaillent ce troupeau? Quelles sont les implications? Aujourd'hui, on parle de bien-être, moi je dis bien porté, mais de bien-être animal. C'est une question que je trouvais très actuelle, donc je vous la fais partager. Je crois que je n'oublie rien. Si, c'est le dernier qui est en lien avec la première chose que j'évoquais, c'est la mise en patrimoine du troupeau. Comment on gère, comment on met un patrimoine vivant en patrimoine. Donc ça, c'est une des questions qui m'intéresse beaucoup. Et les résultats ne sont pas encore là. Ça va venir, et j'espère que vous serez là pour y assister. Il ne me reste que à vous remercier de votre venue, de votre attention, et puis, tout simplement, merci beaucoup. Et toutes les questions, commentaires sont les bienvenus pour les prochaines minutes. Donc moi je travaille à la Bergerie nationale de Rambouillet et merci Raphaël pour tous ces travaux parce que ça nous nourrit énormément. L'histoire parfois se répète, il faut nous apprendre plein de choses. Je pense que avec l'appellation American Rambouillet, on va développer un burger local et bio qu'on voit avec notre chef là. Mais sinon plus sérieusement, je voulais savoir quel regard tu portes en tant qu'historien sur la situation actuelle, si l'historien peut regarder l'actualité de l'établissement au travers des différentes dynamiques que tu as pu toucher du doigt. Moi, je note la tension autour de la rentabilité économique ou de l'équilibre financier entre chasse et agriculture. On le vit aussi, comme dans tous les autres lycées agricoles aujourd'hui, entre pédagogie et activité économique, quand tout est manipulé, quand on doit avoir les contraintes de l'organisation des formations, c'est pas toujours facile d'être rentable, et pourtant il faut l'être. Donc entre ces tensions-là, comment tu analyses la situation de l'établissement et est-ce que finalement l'accueil pédagogique, les 100 000 visiteurs par an, n'ont pas remplacé en rentrée d'argent les ventes de Mérinos ? Oui, merci pour ta question. Je ne vais pas y répondre forcément, parce que je pense que je n'ai pas assez d'éléments pour répondre en détail. Il y a un grand souci aussi pour moi, c'est l'accès aux archives. On va dire la diversité qui s'est montée autour de Rambouillet, autour de son école, fait qu'il y a plein de choses que je n'ai pas suivies dans ces archives. Donc je n'ai pas les données sur les tensions école, administration, tout l'aspect touristique, je n'ai pas pu le développer non plus. Mais je fais que te répéter du coup, il y a toujours eu le souci de compenser des pertes ou en tout cas des manques de revenus d'argent. La chute du système économique, ça a vraiment été un moment très très tendu dans ces années 30-40 et sans le soutien de l'État, c'est un établissement qui n'aurait jamais pu exister, de tout temps en fait. Donc il y a eu des moments où par exemple pendant la Révolution il n'y avait plus de chasse. Là, on produisait beaucoup et on arrivait à alimenter la ferme. Mais tout au long du 19e et jusqu'à très récemment, il y avait des intrants fourragers, par exemple, pour compenser un problème agricole qui est remarqué dès le 18e siècle. Le problème de Rambouillet, c'est que ça a été monté pour un parc autour de la chasse. Et on n'a pas réfléchi à la nature des sols en lien avec l'agriculture. Donc il y a ça aussi qui est central. Et là, je reviens sur mes chevaux. C'est-à-dire qu'il y a la nature de Rambouillet qui est problématique. On a des sols qui sont plus ou moins difficiles, selon les coins du Grand Parc, à travailler, à mettre en culture. Donc ça peut être résolu. Là, il faudra un agronome pour répondre. Mais ça, c'est une des pistes qui est centrale. On a la nature du lieu qui fait qu'on a déjà quelque chose de difficile. Il y a un contexte, on a perdu l'usage lainier du troupeau. Donc le compenser, je pense que le tourisme, par exemple, c'est une des réponses les plus évidentes puisqu'elle a été mise en place. Donc pour moi, je me sers d'histoire, je ne suis pas devin, donc je ne peux pas dire quelles sont les solutions à faire.
Après, on voit, on peut s'inspirer de ces réseaux d'établissements, je pense, pour voir si leur cas fonctionne. Grignon, on a vu, ils ont failli disparaître par décision d'État. Donc il y a aussi ça comme risque, c'est qu'il y a des... même si on a un système économique qui fonctionne, sur une ferme d'État, le contexte, les individus même qui sont au pouvoir peuvent décider de sa suspension aussi. Donc il y a une dépendance forcée envers le propriétaire qui est l'État pour le coup. Et j'ai pas de réponse stricte sur quelle est ma vision de qu'est-ce qui est fait et de qu'est-ce que peut dire l'histoire sur le moment, parce qu'en fait l'établissement est en train de créer quelque chose qui n'a pas de précédent, puisqu'il y a le contexte, il y a le lieu même, et des enjeux qui sont spéciaux à Rambouillet en fait. Donc moi la seule idée qui me vient, c'est comparer avec d'autres bergeries, d'autres fermes d'État, Grignon, peut-être à l'international aussi. Mais il y a très peu de cas en fait de fermes qui ont fonctionné comme ça sur 200, 300 ans. Merci à toi. Bonjour, félicitations pour cet exposé absolument passionnant et très étayé. Donc Antoine Boisboeuf, moi j'accompagne le troupeau depuis une bonne trentaine d'années maintenant. Juste pour évoquer le coefficient de consanguinité, il a été estimé au moment du bicentenaire en 1986 à 0,54. Et on peut imaginer qu'il est un petit peu au-delà maintenant, donc des coefficients de consanguinité au-delà de 0,20 et même au-delà de 0,50, puisque c'est le coefficient de consanguinité entre deux individus qui n'ont aucun lien de parenté peut aller au-delà pour des animaux d'une consanguinité aussi longue. Et puis après sur les perspectives d'avenir, donc effectivement on peut prendre modèle sur les autres établissements qui sont un peu semblables aux nôtres, hein, le Merle, le Grignon. L'atout de Rambouillet, c'est son troupeau, quoi. On a quand même une expérimentation là, qui dure depuis plus de 230 ans. On ne connaît nulle part ailleurs, ni en France ni dans le monde, une population qui fonctionne en circuit complètement fermé. Et c'est une richesse. Et, bon, alors si on a, avec des collègues voilà, qui sont un peu anciens à la maison, on a déjà tremblé pour l'établissement. Mais la meilleure assurance vie de notre boutique, c'est le troupeau. Je pense qu'il y aurait rapidement un tollé, comme c'est déjà arrivé, un tollé de la communauté scientifique, si jamais on voulait toucher au troupeau mérinos. Hein. Juste à titre d'exemple, et pour dire qu'on est vraiment dans tradition et modernité, il y a 5 ou 6 ans, on a mis en place, en reprenant un peu le travail qui a été fait là aussi sur les générations, d'ailleurs c'est le même travail qui a dû être repris, je suppose, dans le cadre d'une étude qui était portée par la communauté scientifique de l'élevage français, l'INRA, l'Institut de l'élevage, qui s'appelait Gène Impact, qui se préoccupait de savoir comment, notamment les grandes races bovines qui utilisent massivement l'insémination artificielle, où on sait qu'il y a, dans le monde de l'insémination artificielle, il y a moins de 10 taureaux qui fécondent peut-être 80 ou 90% des vaches Holstein dans le monde. Donc il y a des préoccupations de savoir comment cette population va pouvoir affronter la consanguinité. Et donc ils ont modélisé l'exemple de Rambouillet pour essayer de voir comment une population pouvait, alors selon le jargon scientifique, comment cette population avait pu se débarrasser du fardeau de la consanguinité. Voilà. Et donc ce troupeau de 200 bêtes, voilà, il a servi à porter prospective sur les grandes races bovines. Voilà. Donc juste pour dire que, ne serait-ce qu'au niveau scientifique, voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vigilant, mais je pense que la meilleure assurance de vie de la bergerie, c'est son troupeau. Quoi. C'est confirmé par les archives, à chaque fois c'est le troupeau qui est retenu à chaque crise. C'est des communautés scientifiques qui portent, donc ouais, ça fait écho avec ce que je connais. Donc comptons sur les zootechniciens, vétérinaires, éleveurs. Les éleveurs aussi ont été des gros soutiens.
Oui, bonjour, Olivier Turgot, ancien élève, entre autres. C'est monstrueux le travail que tu as fait, c'est extra. Enfin, je veux dire, voilà. Alors, je vais pas me permettre de répondre à ta place sur la première question, mais quand même, l'actualité d'aujourd'hui, c'est un peu l'histoire de demain. D'accord? Donc, à partir de là, moi, j'aurais un vœu à formuler, c'est que tout le travail que tu as fait là, il faudrait que ça serve que ça rende un peu tout le monde responsable de ce qui se passe et de ce qui va se passer, ou ce qui pourrait se passer. Alors dedans, je suis pas très habitué au discours, donc je ne vais pas citer tout le monde, mais il y a les anciens élèves, il y a le personnel de l'établissement, il y a le ministère, enfin bon, il y a tout ça. Et je pense que ce travail-là, quand il sera publié, il faut vraiment que ça nous engage un peu tous, parce que quand même, je sais pas, enfin, toi tu te rends compte forcément, mais c'est impressionnant. Hein. Donc voilà, c'est juste un petit vœu, parce que c'est toujours un peu en danger, mais on a vu qu'il y avait des hauts et des bas. Hein. Je crois bien qu'on est un peu dans le bas. Oui, Louis Renaud. Merci pour le travail, c'est absolument remarquable. À mon avis, ce serait intéressant, non pas dans votre thèse là, parce que je pense que ça suffit avec ce que vous avez exposé, mais je pense quand même qu'il faudrait un jour mesurer l'incidence qu'il y a eu au niveau de l'enseignement. C'est-à-dire l'enseignement sur les ovins et comment il y a eu une amélioration éventuelle de l'élevage ovin, comment ça s'est passé. Vous voyez ce que je veux dire, les retombées des formations sur une espèce qui est le mouton. Il serait intéressant de continuer, mais pour l'instant, ça suffit. Félicitations. Merci beaucoup. Oui, donc juste pour rebondir sur ce que disait Olivier là, sur le creux de la vague, c'est sûr qu'en termes d'effectifs, on a connu des effectifs plus florissants. Juste à titre d'exemple, et pour revenir sur l'intérêt que porte à la fois la communauté scientifique de l'élevage et aussi la filière, il y a 2 ou 3 ans, la filière ovine justement a regardé, on peut le dire, assez dédaigneusement la matière laine pendant des décennies, depuis le déclin des laines de qualité. Voilà, essayer plus qu'essayer, elle a réussi. Enfin, en tout cas, elle est en train de mettre en place une dynamique qui est transversale à toute la filière, depuis l'élevage, avec Race de France, la coopération agricole, le syndicat majoritaire qui est la FNO, les ramasseurs, les négociants, les laveurs, et puis les marques au bout. Les marques, le style français, Saint James, MVMH, M. Bernard Arnault, quand même, qui s'est intéressé au projet, et ils sont venus chercher la bergerie nationale pour son expertise. Donc ça veut dire que ça peut nous rassurer, alors il faut apprendre à manger avec les ogres, mais ça veut dire que l'établissement il a encore une reconnaissance au niveau de ce qu'il peut apporter, au niveau historique, mais aussi scientifique. Je ne voulais pas me mouiller en particulier, mais j'ai parlé des contextes négatifs de princes ou d'états, de régimes qui pouvaient influencer en mal, mais évidemment, s'il y a un regain lainier, Rambouillet se proposerait comme le site à réinvestir, puisqu'on a cette histoire et on a le savoir-faire et le troupeau qui est toujours là, avec une qualité lainière qui est peut-être inégalée, ce serait énorme, mais en tout cas qui est d'une énorme qualité. Donc, forcément, une des pistes, des perspectives de à quoi peut servir cette histoire du site, c'est évidemment de dire s'il y a un regain de l'intérêt pour la laine, c'est que Rambouillet ne peut être que dans cette histoire-là, qui est celle de demain. Et il y a une animation qui part des territoires là-dessus, donc ça peut être un lieu d'animation, comment on dit, j'ai le mot qui vient, ces impulsions locales. Il y en a qui savent bien mieux de quoi je parle dans la salle, mais ça, ce serait, ouais, je pense que c'est le truc le plus fort
pour lequel Rambouillet est destiné, en fait, par son histoire. Ouais. Tricolore que j'évoquais tout à l'heure. Il faut savoir que l'INRA avait un spécialiste sur les fibres animales, c'est Daniel Alain, un illustre spécialiste. Donc il a pris sa retraite il y a 3 ou 4 ans maintenant, il n'a pas été remplacé. Donc voilà, et il avait mis en place un laboratoire d'expertise linéaire pour apprécier les critères de base, de finesse, de rendement au lavage, etc. Donc lui était basé à Sagat de Toulouse. Ce troupeau, il le commandait à distance, il le manageait à distance, puisque ce laboratoire était installé en Charente-Maritime, au Magnereau, voilà, et avec une opératrice qui est partie en retraite au mois de juillet. Et avec l'organisation Capgène, qui s'occupe de la génétique des chèvres, notamment des chèvres mohair, la bergerie a racheté le laboratoire, donc à part égale, pour le réinstaller à Rambouillet. Voilà, mais c'est tout. Voilà, c'est peut-être pas arrivé à votre connaissance, mais voilà. Voilà. Mais c'est récent, c'est encore pas signé, mais on peut en parler parce que maintenant c'est des tuyaux. Le laboratoire il est à Poitiers en sécurité chez Capgène. Donc voilà, encore des perspectives. Après, je m'arrête en 2010 parce qu'après les périodes sont tendues, on parlait de contexte local. Voilà, j'ai l'autre côté du domaine qui fait que je pousse pas trop, mais c'est personnellement je suis intéressé par tout ce qui se passe après 2010.